Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau deux invités. Olivia Gazalet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et essayiste. Et puis Martin Legros, philosophe et journaliste, rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Bienvenue à tous les deux sur le plateau de TV Monaco. Alors d'abord, cette première question pour contextualiser notre conversation. Olivia Gazalet, je vous la pose. C'est quoi être féministe aujourd'hui? Quelle est votre définition de ce terme féministe? Alors, il faut savoir que le féminisme est traversé de différents courants et qu'il y a différents féminismes qui mettent l'accent chacun sur une problématique spécifique. Je pense que ce qui rassemble toutes les féministes, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est vrai que la question des droits, la question de faire une place à la femme dans le monde professionnel, c'est pas encore tout à fait acquis, mais enfin, on a des femmes qui font des journaux télévisés, des journaux télévisés, on a des femmes astronautes, on a des femmes chirurgiennes, on a des femmes militaires. Mais il y a encore cette question irrésolue des violences sexistes et sexuelles qui sont omniprésentes. J'insiste aussi sur le fait qu'on les trouve beaucoup dans le cadre conjugal. Il y a beaucoup de violences à l'intérieur de la famille, des violences aussi exercées sur les enfants. Et je pense que le féminisme a aussi à s'emparer de la question des violences faites sur les enfants, parce que c'est toujours une question aussi de domination masculine. Et simplement, il y a une petite chose qu'on peut dire pour éclairer, pour montrer à quel niveau les violences sexistes et sexuelles se situent. Quand on dit qu'il y a une femme sur une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint, imaginez une seule seconde qu'on dise il y a un homme qui meurt tous les 3 jours sous le coup de sa femme ou de sa conjointe. Ça ferait un scandale. Et même, j'irais plus loin. Si on disait, il y a un chien qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son maître, ça ferait un scandale. On s'est habitué à la violence sur les femmes. Elle meurt parce qu'elle est femme ou pour d'autres raisons? Elle meurt parce qu'elles sont femmes. Elle meurt parce que il y a un homme qui estime qu'il a des droits sur elle. Et en général, elle meurt parce que la femme les quitte, ou en tout cas leur tient tête. Et pour certains hommes, évidemment, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, bien entendu. Heureusement, il y a beaucoup d'hommes qui sont complètement acquis à la cause féminine, sans même autant être de virulents féministes, mais enfin qui ne sont pas violents, tout simplement. Mais pour l'immense majorité de ceux qui sont violents, c'est parce que la femme leur appartient. Martin Legros, pour vous, c'est quoi être un homme féministe? Alors, c'est une très très belle question, en réalité, compliquée. Je dirais d'abord, pour répondre très simplement, c'est d'abord, à mon avis, un homme qui prend en charge de manière égalitaire toutes les charges dans la famille, qui ne considère pas qu'en tant qu'homme, il est à l'exception et qu'il échappe au partage des tâches. Mais plus fondamentalement, je dirais plus philosophiquement, c'est une question complexe. Je dirais que l'homme féministe, à mes yeux, parce que on pourrait dire, c'est quoi un homme féministe? Est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui définit un homme? Et il y aurait une couche supplémentaire qui serait le féminisme. Je crois pas. Je crois qu'un homme féministe, c'est un homme qui a fait place en lui, en tant qu'homme, qui a pris la mesure du fait que il doit se mettre à l'écoute nous vivons un moment contemporain depuis 10-20 ans, un moment où les relations entre les hommes et les femmes sont en train de bouger fondamentalement dans l'espace public. On le voit dans les jeunes générations, c'est devenu une exigence incontournable. Eh bien, je crois que l'homme féministe, c'est celui qui accueille cette expérience, qui accueille le fait que les relations entre les hommes et les femmes sont en train de se recomposer. Il y a eu plusieurs âges, Olivia Gazalet l'a dit, du féminisme. Il y a eu un âge juridique, il y a eu un âge politique. Je crois qu'on a un âge des relations, les relations entre les hommes et les femmes dans tous les espaces sociaux, la famille, le travail, les divertissements, la culture, le cinéma. Partout, il y a cette exigence d'accueillir, de faire davantage place, d'entendre ce que disent les femmes, et c'est déjà un pas pour devenir féministe, je crois. Et est-ce qu'un homme féministe n'est pas aussi tout simplement un homme qui respecte la femme? Oui, mais je dirais ça, c'est une exigence de base. C'est une exigence de base. Tout le monde a le droit au respect. Si on doit dire que introduire le féminisme, en plus cette vigilance sur le féminisme, je crois que c'est parce que c'est quelque chose. C'est sans doute une des plus grandes révolutions de l'histoire dont nous sommes les contemporains. Toutes les sociétés avant la nôtre ont institué une relation hiérarchique où l'homme domine la femme. Nous sommes la première société, et ça met du temps, mais qui essaye d'introduire une égalité pure et simple entre les hommes et la femme. Ça bouscule tous les espaces, mais c'est quand même une aventure extraordinaire qui change tout, parce qu'elle change la définition de la famille, elle change la définition de la vie, elle change peut-être la définition de notre rapport au cosmos, à l'écologie, elle change énormément de choses, donc c'est un défi. Certains en ont peur. Je crois, moi, qu'on a tous
tous et toutes à gagner à cette transformation, parce qu'après tout, des relations hiérarchiques et asymétriques, c'est jamais très satisfaisant. C'est beaucoup plus satisfaisant de s'adresser à quelqu'un avec lequel vous avez des rapports égalitaires, qui peut vous dire ce qu'il pense vraiment, plutôt qu'à quelqu'un qui vous est soumis et dont la soumission est acquise parce que la société l'a organisée. Donc je crois qu'il y a tout à gagner, même si ça suscite des inquiétudes, et c'est bien normal. Olivia Gazelle, quelle est la différence entre un homme féministe et une femme féministe ? Alors, moi, je crois que les hommes doivent comprendre qu'ils ont aussi quelque chose à gagner. Évidemment, soutenir les femmes individuellement et collectivement, c'est une nécessité, mais il faut leur faire comprendre que eux aussi sont perdants dans cette construction millénaire des genres qui a voulu que l'homme soit le dominant. C'est usant d'être un dominant. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à dominer, on leur dit que la virilité, être un homme, un vrai, c'est être tout puissant, conquérant, avoir le goût de la conquête, de la compétition, être courageux, être ardent, être victorieux. Mais quelle est vraiment la différence entre un homme et une femme féministe ? Écoutez, ça dépend de l'homme féministe. Il y a pas je veux pas essentialiser le combat de l'un ou de l'autre. C'est sûr que les femmes sont concerné au premier chef, mais je pense qu'un homme féministe, c'est aussi un homme qui va élever ses enfants, donc qui peut aussi prendre sa part dans le combat, dans l'éducation des jeunes garçons. Je crois qu'il faut justement abandonner l'idée qu'un homme féministe, c'est différent d'une femme féministe. Le combat est le même. Le combat, c'est l'égalité des droits et la lutte contre la violence. Les hommes en sont tout à fait capables de mener ce combat avec nous, et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils nous rejoignent. Alors souvent, les politiques féministes sont associées à la politique des quotas. Il faut une parité obligatoire au travail, notamment aussi dans des entreprises, dans des bureaux politiques. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon que la femme soit inférieure, c'est-à-dire on la prend parce qu'elle est femme et pas pour ses compétences? Ah oui, ça c'était la question que soulève. Oui, c'est une politique active pour promotionner les femmes. Est-ce qu'elles risquent de faire passer l'idée que si elles sont là, c'est pas pour leurs compétences et leurs talents, mais parce qu'elles sont des femmes. Je suis pas convaincu par cet argument. Moi, je crois que en effet, c'est uniquement par des politiques un peu actives qu'on va secouer. On est tous convaincus, plus ou moins, je crois majoritairement convaincus sur le fait que les hommes et les femmes sont égaux. Il se trouve qu'en dépit de cette croyance et de ce principe juridique, dans la vie sociale, les hommes restent ultra dominants. Donc, je crois que en termes d'efficacité, c'est bien de faire bousculer les choses. Et puis, je suis pas sûr, moi, que quand on va promouvoir des femmes, tous les hommes vont se dire elle est là parce qu'elle est une femme. Non, elles ont des compétences à faire valoir, elles ont des expériences à faire valoir. Et donc, je ne crois pas que ce principe de justice offensif va produire des choses, des contre-réactions. C'est ça, c'est des effets pervers. C'est ça que vous suggérez en disant si elle est là, c'est parce que c'est une femme. À mon avis, c'est une réaction comme ça. Elle est encore habitée par l'idée que la personne qui est en face de moi, elle devrait pas être là, si vous voulez. Donc on va chercher. C'est la personne qui cherche des explications en disant elle devrait pas être là. Les femmes ne devraient pas être là. Si elles sont là, c'est pour de mauvaises raisons. Eh bien, il est temps de se dire qu'elles ont des bonnes raisons d'être là où elles sont. Et vous, Olivia Gazelle, vous êtes pour ou contre cette politique des quotas ? C'est-à-dire qu'en fait, oui et non. Idéalement, il faudrait qu'on puisse s'en passer et qu'une femme soit reconnue uniquement sur les critères de ses compétences. Malheureusement, tant que ce ne sera pas le cas, peut-être que ce sera important, effectivement, de pousser des quotas de femmes pour qu'elles puissent faire entendre leur voix. Tant que ça n'ira pas de soi, il faudra peut-être des politiques un peu volontaristes de ce genre. Oui. Mais si je peux ajouter une chose, on est dans un festival de philosophie toute la semaine. On le voit dans la philosophie. C'est parce que on s'est dit, c'est pas normal que dans le programme de philosophie du baccalauréat que les élèves vont bientôt passer, il y ait une ou deux femmes. C'est pas normal. Il y a quand même, les femmes ont pensé pendant 2000 ans. Et donc, on est allé chercher parce on s'est dit, il faut qu'on trouve. Et donc, on a trouvé. Donc, vous voyez là, c'est pas uniquement, on n'a pas été chercher des gens qui pensaient mal ou qui pensaient pas. On s'est dit, il y a un problème dans le fait qu'on ne les présente pas, on ne les enseigne pas. Et c'est en les enseignant de manière volontariste que les jeunes filles vont se dire, moi aussi, je peux être une philosophe. On va parler, Martin Legros, très rapidement sur le plan politique. Le féminisme qui relève de la géométrie variable, c'est-à-dire celles qui font du féminisme, qui ont un combat acharné politique en Europe, sont aussi celles qui restent souvent silencieuses, par exemple sur la question du port du voile. Elles restent silencieuses. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire qu'elles ne s'expriment pas, qu'elles ne donnent pas d'avis ou ou par rapport à ce qui se passe en Iran, par exemple. Ah, vous voulez dire qu'il y aurait une complicité, il y aurait une sorte de défense des femmes iraniennes. Alors moi je connais des féministes qui sont très actives dans la défense des femmes iraniennes.
il est vrai que il peut y avoir il y a aujourd'hui une sorte d'inconscient un peu décolonial ou un peu de culpabilité coloniale de dire nous n'avons plus de leçons à donner au monde et donc si c'est pas à nous à dire à l'Iran comment. Moi je suis plutôt sur une position universaliste et je ne désespère pas de voir que les féministes se rendent compte que sélectionner en se disant on ne va pas aller donner des leçons aux Iraniens, on ne va pas s'occuper quand le voile est imposé. Quand il est imposé à toutes les femmes dans une société, c'est le signe qu'il y a une discrimination légale entre et imposée à toutes les femmes. Dans nos sociétés libres où le voile est un acte individuel qui n'est imposé par aucune institution, le voile a un statut différent. Donc, il faut aussi faire cette distinction. Et vous, Olivia, quel est très rapidement, votre Oui, parce que votre je avis rejoins tout à fait. Je rejoins tout à fait ce que Martin Legros vient de dire. Oui, il faut savoir que bien sûr le voile est un symbole d'oppression, mais il y a certaines femmes qui justement font ce qu'on appelle en sociologie un retournement de stigmate, c'est-à-dire qu'elles s'emparent du voile justement pour dire vous nous stigmatisez, eh bien nous on va en faire un symbole d'émancipation. Et donc c'est ça qui rend la question très compliquée, c'est qu'il y a des féministes voilées. Merci beaucoup, Olivia Gazalet, et à vous, Martin Legros, d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de TV Monaco. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo. Puis à 20h30, c'est la suite de votre documentaire 2030. À quoi ressembleront nos vies cette année-là? Lundi, vous avez rendez-vous avec Adrien Elec à partir de 19h15. Moi, je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.